de 60 millions de personnes en Afrique ont un problème lié à la santé mentale. En République démocratique du Congo, c'est en tout cas 20% de la population qui ont ce problème-là lié à la santé mentale. C'est selon le ministère de la Santé publique et c'était en 2023. C'est statistique de tout normal pour nous d'en parler dans ce nouveau numéro de votre magazine Minute Santé. On parlera aussi d'une activité en vue en ce qui concerne justement la santé mentale. Ce sera dans la deuxième partie de cette émission. Mais d'abord, focus sur la santé mentale. Bienvenue à tous. Caroline Pindinora est avec nous. C'est l'experte avec qui on va échanger autour de ce sujet, la santé mentale. Je m'en vais la saluer. Bonjour et bienvenue. Bonjour. En forme, j'espère. Oui, ça va. Très en forme. Oui, ça va. La santé mentale aussi, ça va? Oui, en tout cas, je l'espère. Oui. D'accord. Oui. Ça vous parle autant, la santé mentale? Ah oui, ça me parle parce qu'en fait, c'est la base du bien-être de tout être humain, en fait. Voilà. Parce que quand on a une santé mentale déséquilibrée, on sombre dans beaucoup de vices. Et c'est même la première raison qui pousse les gens à se suicider. C'est quand tu te sens vraiment mal dans ta peau. Et la plupart des psychopathes que vous voyez sont des personnes qui ont des problèmes par rapport à leur santé mentale, sans compter les addictions, n'est-ce pas? La drogue, l'alcool, et même le sexe, parce qu'il y a des personnes aussi qui sont addictes à cela. Donc c'est principalement à cause du déséquilibre de leur santé mentale. Voilà. Et c'est quoi la santé mentale, justement? La santé mentale, c'est vraiment c'est le bien-être intérieur, en fait. Voilà. Lorsque vous vous sentez bien dans votre peau, lorsque vous êtes zen, comme on dit, voilà. Vous êtes équilibré par rapport à vos émotions, par rapport à votre vie quotidienne, c'est-à-dire que vous vivez et vous vous sentez bien, vous vous sentez heureux. Donc c'est ça. Voilà. Qu'est-ce qui explique en réalité cet équilibre? C'est le fait de prendre l'alcool un peu, 2 bouteilles, et puis après on se sent un peu zen, comme vous l'avez dit là? Non, ça commence. C'est le fait de bien manger, beaucoup manger, ou bien c'est quoi? Non, ça commence dès la naissance en fait, parce que l'homme crée son paradigme de 0 à 7 ans. C'est pendant cette période-là que l'enfant emmagasine les informations qui vont faire de lui le futur adulte qu'il sera. Donc l'enfant déjà tout petit doit bénéficier d'un certain traitement par rapport vis-à-vis des parents vis-à-vis de l'enfant. Il y a des choses qu'il faut déjà inculquer à l'enfant à cet âge-là, de 0 à 7 ans. Voilà pourquoi d'ailleurs on a des enfants qui marchent. Voilà pourquoi on a des enfants qui parlent. Pourquoi? Parce qu'il vit dans un environnement où il voit les gens marcher, il voit le papa marcher, il voit maman marcher, il voit papa parler, il voit maman parler. Donc c'est déjà à partir de cet âge-là qu'il faut faire très attention à ce que l'enfant écoute, à ce que l'enfant regarde, parce qu'on voit des choses à la télévision, mais moins de 10 ans et tout ça. Donc il faut faire attention à toutes les informations que capte le subconscient à cet âge-là. Parce que c'est ça qui va faire de lui le futur adulte qu'il sera. Voilà pourquoi on voit des enfants qui ont grandi dans des familles violentes, où papa frappait maman par exemple, qui répètent exactement la même chose. Donc la santé mentale se traite déjà tout petit. Voilà, c'est déjà tout petit qu'on prend en charge la santé mentale des enfants. Et ça c'est déjà à la maison, mais même à l'école aussi. À l'école aussi, parce que c'est à l'école qu'on va inculquer certaines valeurs aussi à l'enfant. On va inculquer certaines valeurs à l'enfant et même dans la société. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Voilà. Quelle est la place de la santé mentale dans l'équilibre même de l'être humain? Est-ce que quand la santé mentale va mal, est-ce que c'est tout l'individu, c'est l'être qui est paralysé, qui est malade? Quelle est la place de la santé mentale vraiment dans cet équilibre-là? Absolument, quand la santé mentale, quand ça ne va pas dans la tête, ça ne va pas dans tout le corps. Parce que vous savez, lorsque vous êtes stressé, je donne un exemple, vous sortez de chez vous et puis un véhicule vient cogne votre véhicule. Vous vous mettez en colère. Votre système immunitaire descend et est proche de 0. C'est-à-dire que vous êtes vulnérable à tout type de maladie psychosomatique. Et là,
C'est comme ça que vous voyez beaucoup de personnes souffrir de l'hypertension artérielle, hein, du diabète, hein, voilà, d'un certain nombre de maladies. C'est à cause de ça. Parce que pour que tu puisses récupérer ton état initial, il te faut au moins 5 heures. Et ça, ce sont des études qui les ont prouvées. Donc, tu t'es énervé pendant 1 minute, mais pour que tu récupères ton état initial, il te faut 5 heures. Et si avant 5 heures, on s'énerve encore? Ah oui, qu'est-ce qui se passe? Vous imaginez un peu, parce qu'à chaque fois que vous êtes stressé, c'est un peu comme si, en fait, votre corps se met en mode autodéfense. C'est-à-dire que votre cerveau vous dit, ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Et il y a une montée d'adrénaline, il y a des hormones qui sont sécrétées, qui font que vous êtes à tout moment en état d'urgence. Et quand vous êtes à tout moment en état d'urgence, votre système immunitaire devient presque nul. Et ça, c'est très dangereux. Donc, il faut éviter de se mettre en colère, il faut éviter le stress, il faut éviter voilà, de se retrouver dans un environnement qui te stresse. Et là, je parle par exemple des femmes qui vivent des violences conjugales, oui, domestiques. Par exemple, oui. Ouais, les femmes vivent des violences domestiques. Violences domestiques, c'est vraiment dans le cadre pas seulement marital. Ça peut être aussi yakatofamia, voilà, domestique, dans la famille et tout. Ces femmes-là sont en permanence confrontées à un stress. Et voilà, la plupart des femmes d'ailleurs finissent à l'étranger, tout comme ici, se suicident ou finissent alcooliques. Parce qu'en fait, tu ressens un manque que tu ne sais pas remplir. Et c'est comme ça que, vous voyez, chez nous, on est très chrétiens, ici en Afrique et en RDC. La plupart, et c'est ça qui a du bon, hein, le côté religieux, parce que la plupart se réfugient dans la prière, se réfugient dans tout ça, et ça les aide un peu. Mais normalement, on devrait d'ailleurs tous consulter des psychologues. Oui, donc il faut avoir des problèmes, c'est ça? Nous tous, on a des problèmes. Nous tous, on a des problèmes. C'est sérieux, ça? Oui, il faut consulter des psychologues. En fait, les gens ici pensent que quand tu vas voir un psychologue, c'est que tu es fou. Non. Une personne normale peut aller voir un psychologue quand tu vis un traumatisme, un deuil par exemple. Un deuil, c'est un traumatisme énorme. Et tu as besoin d'une personne qui va t'aider à traverser cette étape difficile. La plupart des personnes laissent passer, bon, il est mort et tout, mais bon. Alors qu'en fait, tu dois être suivi. Exactement. On évoquera la durée selon des cas, en fait, des santé mentale, deuil, réjouissance. On évoquera tous ces cas-là. Mais d'abord, vous parlez déjà des causes. Hein. Oui. Vous avez déjà énoncé plusieurs causes. Mais j'ai voulu à ce que vous puissiez les catégoriser selon les types de personnes. Est-ce que les hommes font face aux mêmes causes que les femmes ou les enfants quand on parle de santé mentale? Bref, pour dire, qu'est-ce qui peut détruire la santé mentale? D'abord chez l'homme, chez la femme et chez l'enfant. Oui. Le premier facteur, c'est d'abord l'environnement. C'est l'environnement d'abord. Vous savez, quand vous regardez les gens aujourd'hui à Kinshasa, les gens sont toujours en colère. Les gens sont stressés pour tout et n'importe quoi. Quand on regarde les embouteillages, en fait, d'abord, le premier facteur, c'est d'abord l'environnement dans lequel tu vis et tout ça. Le travail aussi dans lequel tu es, c'est peut-être un travail qui est très stressant, on te demande beaucoup, alors que tu as besoin de repos ou tu as peut-être besoin de te faire aider, mais tu accumules les heures et tout ça. Il y a tout ça. Il y a également le foyer, n'est-ce pas? Le mariage, je viens de parler du mariage ici. Et c'est ça, ça va vraiment dans les deux sens. C'est pas seulement par rapport à la femme, mais même l'homme, parce qu'on demande beaucoup de choses à l'homme aujourd'hui. Vraiment, c'est l'homme qui porte un peu le poids financier du foyer. Et ça, c'est quelque chose de très dur pour eux. Voilà pourquoi on a toujours prôné la masculinité positive, parce qu'avec la masculinité positive, il y a moyen que l'homme puisse exprimer aussi ses émotions. Parce que la manière dont on élève les petits garçons, on te dit, moi, la mobile, elle est la ratée, c'est très dangereux. Parce que ça contribue à augmenter en fait le taux de violence chez les garçons. Voilà. Donc il y a tous ces facteurs-là. Il y a également le manque de sport aussi, ça j'aimerais quand même en parler, parce que le manque d'activité physique contribue sérieusement à comment dire, entretenir un environnement de stress. Parce que lorsque vous faites du sport, vous sécrétez encore une fois des hormones qui vous permettent en fait de vous sentir bien dans votre peau. Il n'y a pas que le bien-être physique par rapport à la taille, au ventre et tout, mais il y a aussi ce bien-être psychologique là qui aide justement à être bien équilibré. Donc il y a tous ces facteurs là que je viens de citer. Par rapport à la femme et par rapport à l'enfant, qu'est-ce qui peut vraiment participer à la destruction de cette santé mentale là? Par rapport à l'enfant, je commence d'abord par l'enfant.
Il y a d'abord le milieu familial, je viens de vous expliquer un peu, hein, la manière dont l'enfant est élevé dans la famille. Il y a des enfants, par exemple, moi je connais un cas d'un petit garçon, il est dans une famille où tout le monde est d'éteint clair. Et lui, c'est le cadet qui est tout sombre. Il est sombre, bon, lui il est né sombre. Alors ses frères l'embêtent tout le temps. Oh non, toi tu es le noiro. Tu es le noiro de la famille, tu es le canard boiteux de la famille. Vous voyez toutes ces choses-là, hein, parce qu'en fait, ce que vous êtes, c'est vraiment votre subconscient. Votre subconscient ne connaît pas ce qui est bien, il ne connaît pas ce qui est mauvais. Lui, il enregistre tout. C'est comme une machine. Lorsque vous faites entrer des données, lui, il prend les données et puis il les traite, il vous sort les résultats. Et l'enfant qui vit dans un environnement comme ça, il développe des blessures internes. Il développe un manque de confiance en soi, plus tard. Ça devient peut-être un garçon qui ne peut pas rester avec une femme pendant longtemps parce qu'il a l'impression qu'il est mal aimé ou que la femme n'arrive pas à combler ce vide-là qu'il a ressenti quand il était petit. Donc il y a un certain nombre de choses qui font que l'enfant, en fait, l'environnement de l'enfant doit être sain. Même à l'école, il y a des enfants qui embêtent les autres, qui taquinent les autres. Il y a des enfants qui raquettent les autres, n'est-ce pas? Le raquettage, tout ça, tu emmènes ton goûter, un enfant qui vient. Et ça, ce sont des choses auxquelles on doit tous veiller. Et moi, j'ai toujours été contre, je vais choquer beaucoup de gens, j'ai toujours été contre le fait de frapper les enfants. Parce que... et même la Bible le dit, non? Un peu de fouet, hein, pour vous éduquer savez, on n'est pas l'enfant. tous chrétiens. Moi, je parle de... Je suis là, je ne suis pas sous ma casquette de chrétienne, parce que je ne le suis pas. Donc, je ne suis pas sous ma casquette de chrétienne, mais je suis là sous la casquette d'une experte, en fait. Voilà. Très bien. Et le fait de frapper un enfant, c'est un héritage du colon. Vous voyez comment le colon nous a traités quand on était à l'époque où il y avait l'esclavage et tout. C'est un héritage du colon. C'est-à-dire qu'on a l'impression que pour que l'enfant puisse écouter, il faut frapper, il faut frapper. Mais il y a des enfants qui s'habituent à la chicotte. Hein. Ah oui, hein, plus tu frappes, plus il devient têtu. Alors qu'en fait, la meilleure manière d'éduquer un enfant, c'est d'abord par l'exemple. Tu dois être toi-même l'exemple que tu aimerais que ton enfant suive. Au-delà de ça, il y a également la manière dont tu échanges avec l'enfant. Voilà. Il y a une manière de communiquer par rapport à chaque âge, par rapport à chaque tranche d'âge de l'enfant. Tu ne vas pas communiquer avec un enfant de 10 ans comme si tu communiquais à un adolescent de 16 ans. Donc il y a des façons de faire. Et voilà un peu. Et pour les femmes, c'est d'abord aussi la société. Parce qu'aujourd'hui, la femme, c'est vrai que maintenant on parle d'émancipation, on parle de tout ça. Mais pendant un certain moment, c'est vrai que notre société ancestrale était matriarcale, c'est-à-dire que la femme avait sa place. Hein. Lorsque vous faites des recherches, vous allez voir que la société ancestrale, avant le colon, la femme avait sa place. Voilà pourquoi il y avait les Amazones de Dahomey, il y avait les Rendinga, toutes ces femmes de tête là. Après l'arrivée du colon, il y a eu un certain nombre de choses qui ont changé et qui ont fait qu'il y ait l'instauration en fait, du patriarcat. Le patriarcat, c'est l'homme qui est au pouvoir, c'est l'homme qui est au-dessus de tout. C'est l'homme le tout-puissant. Et le fait que ce soit ainsi, la femme est reléguée en fait au second rang. Et quand la femme est reléguée au second rang, tu ne vis que en fait pour l'homme. Et lorsque on t'empêche d'exprimer en fait ta nature, ce que tu aimerais être et d'exprimer en fait ta nature intrinsèque, d'apporter toi aussi ta pierre à la construction de la société, ça crée des frustrations chez les femmes. Et quand ça crée des frustrations, qu'est-ce que ça fait? Ben, écoute, tu as un problème de manque de confiance en soi. Tu as un problème de... Tu te sens, par exemple, inutile dans la société. Tu te dis, bon, voilà, je n'apporte rien à la table, je n'apporte pas ceci. Et au-delà de ça, il y a également les violences conjugales, domestiques dont je viens de parler, parce qu'il faudrait quand même qu'on se le dise, hein, les violences conjugales, ce n'est pas seulement les violences physiques. Non, ça, il faudrait quand même qu'on martèle dessus. Violence verbale aussi? Il y a les violences verbales, il y a les violences psychologiques aussi. Les violences psychologiques, c'est quand le monsieur se réveille le matin, il ne te parle pas. Tu ne sais pas ce que tu as fait. Tu te dis, mais tu te poses des questions, mais il ne me parle pas. Qu'est-ce que j'ai encore fait et tout. Psychologiquement, ça t'atteint. Il y a les violences verbales, c'est-à-dire qu'un monsieur qui a toujours un mauvais langage. Mais ça aussi, c'est vice-versa, on dirait. Mais ça, c'est vice-versa. Les femmes sont championnes d'ailleurs. Les femmes, oui, très bien. Vous avez compris. Les femmes sont championnes en ça. Donc, ça, c'est très dangereux aussi. Et il y a également les violences administratives. Ça, on n'en parle pas. C'est-à-dire que vous voyagez, le monsieur prend vos passeports. Il vous empêche de bouger. Ou bien il prend les documents importants pour te contrôler. Ou monsieur ou madame, hein, parce que ça va dans les deux sens. Il ne faudrait pas que les gens pensent que je parle seulement pour les femmes. Exactement. Oui, dans les deux sens.
Bon, il y a également les violences économiques. Ah oui, financières, parce qu'il y a des hommes moi, je connais des couples où la femme, elle travaille, et puis à la fin, le monsieur, Il récupère tout l'argent. récupère tout l'argent, il va faire sa vie. Ou alors, le monsieur ne te donne rien. Il te dit, débrouille-toi. Vous voyez? Donc, il y a un certain nombre de choses, et ça contribue vraiment à détruire, à la destruction de la femme. Parce qu'une femme qui est victime de violence dans son foyer est une femme qui est abîmée. Et par rapport aux violences conjugales, il y a également les violences sexuelles dans le mariage. Ça existe. Les gens n'en parlent pas, mais ça existe. Les gens sont choqués ou scandalisés, mais ça existe. Le viol dans le mariage existe. Même la femme que tu as toi-même épousée? Oui, même la femme que tu as épousée. Lorsque Ah bon? ta femme te dit qu'elle ne peut pas te donner ce que tu veux ce jour-là, il faut laisser tomber. Il faut laisser tomber. Parce que moi, je me suis toujours dit, pourquoi quelque chose qui fait du bien aux deux partenaires, l'un des deux partenaires refuserait? Ça signifie qu'il y a un problème. Donc, commencez d'abord par résoudre le problème, ensuite passer à autre chose. Donc, il y a tout ça. Voilà. Très bien. On va parler des habitudes. Hein. Oui. Des habitudes à observer, à pratiquer, ça dépend, pour maintenir une bonne santé mentale. Parce que vous avez cité, je crois que vous avez évoqué aussi des conséquences. Si vous pouvez d'ailleurs commencer par les conséquences, ça entraîne quoi? Oui. Quand la santé mentale est détruite, ça entraîne quoi d'abord? Et puis après, vous parlerez des habitudes qu'on doit régulièrement observer, pratiquer pour maintenir une bonne santé mentale. Ok. D'abord, lorsque vous n'avez pas une bonne santé mentale, j'ai parlé d'addiction. Hein, il y a les addictions, il y a les dépressions. Parce que ça, c'est vraiment le début d'une longue chute vers vraiment le néant en fait. Hein. Parce que lorsqu'on commence à être dépressif, on a une imagination débordante et c'est là que la personne arrive même au point de se dire non, je ne veux plus, voilà, j'en ai marre de la vie, je veux mettre fin à ma vie. Vous voyez, ça commence par la dépression. Il y a la dépression, il y a le burn-out, ça c'est surtout pour les personnes qui travaillent. Dépression, c'est quoi? Expliquez-nous d'abord. Le burn-out, la dépression. La dépression, oui. La dépression, c'est un profond chagrin. C'est-à-dire que vous êtes constamment triste. Vous perdez le goût de la vie. Vous n'avez envie de rien du tout. Il y a beaucoup de personnes qui sont dépressives dans la ville, mais qui s'ignorent. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, je donne un exemple, tu te réveilles tous les jours à 11 h et quand tu te réveilles, tu as du mal, même tu te dis, bon voilà, je vais rester pioncé au lit. Ça, c'est un signe de dépression, c'est un début de dépression, c'est très dangereux. Okay. Une personne qui n'a pas envie de se réveiller, une personne qui n'a pas envie de manger, une personne qui n'a pas envie de sortir, voilà, bon, tu n'as envie de rien faire, c'est déjà ça. Une personne qui veut tout le temps se mettre en avant aussi. Ça, c'est un signe avant-coureur. Il y a des personnes qui sont tout le temps en train de chercher à se mettre en avant, qui sont sur les réseaux sociaux, qui veulent qu'on les remarque, et ça c'est un problème. Il faut consulter. Les gens vont penser peut-être que bon voilà, c'est une personne qui aime bien, qu'on la voit et tout, mais c'est un signe avant-coureur, il faut faire très attention. Bon, il y a également les personnes renfermées, c'est-à-dire les personnes qui n'expriment pas leurs émotions. Tu es en colère ou tu as été frustré, mais tu gardes ça pour toi. Tu gardes ça au fond de ton cœur et tu te dis bon voilà, ça va aller. Et ça c'est encore plus dangereux. Parce que ça ramène même des maladies genre gastrite et tout ça, hypertension, on en a parlé, artérielle, donc c'est très dangereux. Donc voilà, il y a également le fait que, après un deuil, n'est-ce pas, de ne pas être entouré. Ça c'est surtout, ça je parle plus des veuves. Hein. Parce que vous voyez les traitements qu'on réserve aux veuves hein, lorsqu'elle perd son mari, c'est pas la même chose qu'un homme. Hein. La veuve, quand elle perd son mari, on lui demande de s'asseoir par terre jusqu'à ce qu'on va enterrer son mari et tout ça. Il y a un certain nombre de choses. J'ai vu ça avec la veuve Lokondo. Elle a vécu tout et n'importe quoi. On n'a pas besoin de ça. Une personne qui a perdu un être cher a plutôt besoin qu'on lui apporte beaucoup d'amour plutôt que de la molester ou de la traîner. Non. Alors ça aussi, c'est un facteur qui pourrait permettre ou pousser une personne à être dépressive. Ça peut prendre combien de temps, par exemple, pour les cas des deuils? Un deuil, hein, pour faire son deuil, ça dépend d'un être, d'une personne à une autre. Parce que ça dépend de l'attachement que tu avais envers la personne qui est partie. Pour récupérer la santé mentale? Ah oui, pour récupérer, oui. Okay. Alors c'est pour ça que c'est très important d'être entouré et de prendre son temps. Parce qu'il y a des personnes, chacun vit son deuil à sa façon, n'est-ce pas? Et il faut être là lorsqu'une personne est endeuillée,
ses proches doivent être là pour elle, doivent vraiment l'entourer et lui apporter beaucoup d'amour. Plutôt que, comme je l'ai dit, je me répète encore, plutôt que de l'acculer, de faire... Non. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment changer dans le quotidien des Congolais. Très bien, on va finir avec ce qu'il faut faire. Les habitudes. Les habitudes, d'abord, je vais marteler sur le sport, n'est-ce pas? Il faut faire du sport. Il faut faire du sport. Il faut faire du sport. Hein. Ah bon? Ah oui, il faut faire du sport. Okay. Lorsque vous faites du sport, je vous ai dit que vous sécrétez en fait des phéromones, vous sécrétez un certain nombre d'hormones. L'hormone comment dire, on appelle ça comment déjà? Bon, ça va me revenir. Donc, vous sécrétez un certain nombre d'hormones qui vous poussent à vous sentir bien, en fait. Ce que vous cherchez, par exemple, dans l'alcool, si vous vous mettez à faire du sport, vous allez le retrouver dans le sport. Vous voyez? C'est très important de faire du sport. C'est très important de bien manger aussi, parce qu'il faut manger une alimentation saine. C'est important. Pourquoi? Parce que lorsque vous mangez n'importe comment, vous ouvrez la porte à l'obésité, n'est-ce pas? Et lorsque vous devenez obèse, vous faites quoi? Vous devenez la personne sur qui on lance des pierres. Donc, c'est important de prendre soin de soi, physiquement aussi. Prendre le temps de méditer aussi. Il faut pratiquer des méditations. Quand je parle de méditation, ce n'est pas que par rapport à lire la Bible et tout ça, mais prendre des moments où tu es seul. Tu essaies de prendre du temps où tu es seul dans le calme pour te poser. C'est très important. Les moines et les Indiens le font souvent. Ils se mettent en position, ils font du yoga et tout ça. C'est très important. Ça aide aussi à équilibrer la santé mentale. Pour quelqu'un qui est déprimé, chagrin d'amour par exemple, c'est quoi la thérapie? Sincèrement. Sincèrement, c'est quoi la thérapie? Il vient d'avoir Goumen. Vous connaissez le Goumen? Langage ivoirien? Oui, je connais le Goumen. Oui. Pour quelqu'un qui a Goumen là, c'est quoi la thérapie? Normalement, il faut voir un psychologue. Mais maintenant, comme c'est pas tout le monde c'est pas à la portée de tout le monde, il faut prendre le temps de guérir en fait. L'erreur que les femmes font, je donne le cas d'un divorce par exemple, c'est que tout de suite après, tu veux te mettre avec quelqu'un. Non. Il faut prendre le temps de guérir de tes blessures et faire un examen de conscience, c'est-à-dire tu te dis, bon voilà, qu'est-ce qui n'a pas marché? C'était quoi ma part de responsabilité? Parce que lorsqu'il y a séparation, la responsabilité, c'est pas seulement si la personne... Mais on dit que l'amour se guérit par l'amour, non? C'est pas ça? Oh, pas nécessairement. Pourquoi? Parce que tu vas répéter les mêmes erreurs. Si tu ne prends pas le temps de guérir de tes blessures, la personne qui entrera dans ta vie, elle va souffrir de tes erreurs. Vous voyez? Tu risques de faire une transposition. Ce que tu as vécu avec ton ancien mari, tu vas le ramener chez le monsieur, alors que le monsieur n'a rien à voir dans tout ça. C'est très important de prendre le temps de guérir. Ça prend le temps que ça prend. Je donne vraiment un conseil aux femmes qui divorcent ou aux hommes qui divorcent. Prenez le temps de vous guérir, même s'il faut que vous vous coupiez, n'est-ce pas, du monde par rapport aux questions, coupez-vous du monde, prenez le temps de guérir. Ensuite, vous pouvez vous remettre en scène. Vous excluez les célibataires, c'est ça? Les célibataires aussi, hein, c'est valable pour eux. Bon, écoutez, tu as quelqu'un dans ta vie, tu as un fiancé qui t'a quitté, c'est pas la fin du monde. Prends le temps de guérir de tes blessures. Ne te jette pas dans les bras d'un autre homme parce que tu vas le faire souffrir et vice versa. Et les hommes, tu vas changer des copines comme des cinglés. Donc il faut prendre le temps de faire son deuil, prendre le temps de relever les points qui n'ont pas marché dans l'ancienne relation. Et c'est ce que tu devras changer lorsque tu entres dans la nouvelle relation. En passant par rapport aux fiancés, il y a 3 choses dont vous devez parler avant de vous marier. Il y a d'abord vos attentes. Vous devez parler à votre partenaire de ce que vous attendez de lui. Et ça doit être fait avant le mariage. Vous devez parler de vos apports. Qu'est-ce que tu vas apporter toi dans la relation? C'est très important d'en parler, parce que peut-être que lui s'imagine autre chose, mais toi, qu'est-ce que toi tu penses apporter dans cette relation-là? Il faut en parler. Et la 3e chose, c'est les zones d'intolérance. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas tolérer dans le foyer, dans le mariage ou dans la relation? L'infidélité, par exemple, n'est-ce pas? Les violences conjugales. Il faut en parler au préalable, avant le mariage. C'est très important. Les gens aujourd'hui se lancent dans les relations, dans le mariage comme ça, sans avoir parlé ou épingler les questions clés du mariage. C'est très dangereux. Voilà. J'ai envie de continuer, mais le temps n'est pas notre allié. Oui. C'est comme dit Jean-Paul Bétambé. Merci beaucoup, Caroline Pindi. Ça a été vraiment un réel plaisir. On a comme l'impression qu'on était en train de parler du mariage, alors que voilà, ça découlait de la santé mentale. Oui, c'est intéressant. Oui. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes experte en genre. Oui. Ça a été très intéressant. Merci beaucoup, madame.
On n'a pas fini, c'est juste la première partie. Dans la deuxième partie, on va parler de l'activité qui va justement être organisée en rapport avec la santé mentale et ça sera juste après ça. Salon Okume 2024, c'est de ça qu'on va parler tout à l'heure. Je voulais d'ailleurs annoncer qu'il y avait une activité qui se préparait en rapport avec la santé mentale. On en parle avec Neftali Kinsala. Bonjour et bienvenue. Bonjour. J'ai bien prononcé votre nom, j'espère. Bien sûr, oui. Project Manager du Salon Okume. Oui. C'est bel et bien vous, hein? Oui. Très bien. C'est quoi Salon Okume? C'est quoi d'abord? Alors, c'est un événement qui rassemble des spécialistes et des passionnés dans ce domaine pour enfin justement promouvoir des innovations, promouvoir aussi des solutions axées autour du bien-être. C'est ça. Donc, Salon Okume ne va parler que de la santé mentale, c'est ça? Non, c'est un salon dédié à la santé, au bien-être et à la beauté. À la beauté. Expliquez-nous, qu'est-ce qui va se passer si on peut avoir une idée un tout petit peu? Une idée. Alors, il y aura des panélistes. Il y aura en tout compté 27 panélistes. Et on aura des intervenants qui vont parler justement autour de la santé mentale. Et hormis ça, on aura comment vous appelez ça? On aura des stands où justement des gens vont exposer leurs produits de beauté faits à base de tout ce qui est naturel, tout ce qui a trait avec la beauté, mais aussi des innovations, comme je disais tout à l'heure, autour de, je vais donner un exemple, par exemple on aura avec nous un spécialiste qui s'occupe des implants capillaires. Donc comme vous êtes là, c'est si trop vous avez français, pas... hein? Pardon? C'est trop français quand même. Des implants capillaires, je m'explique. Au fait, ils greffent des cheveux. Okay. Donc par exemple, comme on dit, Ponamatoma Bandi, ceux qui ont des... là où il y a des vides autour, l'alopécie, si je peux dire ça comme ça. Ceux qui ont des pertes de cheveux et tout ce qui s'ensuit. Donc là, je vous donne un petit flash de ce qu'il y aura déjà. Donc c'est quelque chose dont on n'en parle pas forcément et dont le public en général n'est pas forcément au courant. Et nous justement, on va mettre toutes ces choses en avant pour pouvoir justement informer la population et aussi parler, comme on disait au début, de tout ce qui a trait à la santé mentale. Parce que c'est important d'en parler. Au-delà d'informer la population, qu'est-ce que vous visez d'autre? C'est quoi ou quels sont vos objectifs? S'il y en a plusieurs, vous donnez? C'est ce que je voulais dire maintenant. Exactement. Les objectifs, justement, c'est de s'informer autour de tout ce qui a trait avec la santé mentale, de promouvoir des innovations, des nouvelles techniques, au fait, de tout ce qui a trait avec tout ce qui est autour de la santé, des nouvelles techniques, j'ai cité par rapport aux implants capillaires, par exemple des soins de beauté faits par exemple à base de produits de grand-mère, des fruits à base de carottes, notamment, je vais en citer un quand même, Zabouni, qui sera aussi un de nos exposants au Salon Okume. Donc voilà, c'est vraiment autour de tout ça. On aura des coachs qui vont parler de nutrition, qui vont donner justement des coachs en nutrition qui vont justement donner une feuille de route concernant la tenue de conduite. Par exemple, si vous voulez suivre un diet. Donc il y a à boire et à manger. Il y a à boire et à manger. Si je peux vous dire ça comme ça. À boire et à manger, ça risque d'être interprété autrement. À boire et à manger. On va manger, on va boire, c'est ça? Non, il y aura à boire et à manger. Je vois. Tout ce qui a trait à la santé, au bien-être et à la beauté. Donc, voilà. Voilà, c'est une globalité. Voilà, exactement. Et quelles sont les personnes que vous ciblez pour cette activité? Alors, je ne vais pas être... je ne dirais pas qu'on cible spécifiquement un type de personne, c'est ouvert au public. Okay, c'est les hommes, les femmes. Les hommes, les femmes, les enfants, les personnes vivant avec handicap, les jeunes, les vieux, les universitaires, ceux qui sont par exemple en première année de fac, médecine, droit, tout le monde.
Parce que je pars d'un principe où, quand on parle de la santé mentale, ça concerne tout le monde. Tout le monde est concerné. Et c'est important justement de faire passer ce message-là et qu'il y ait un bon nombre de personnes qui puissent justement venir participer à cet événement qui est totalement gratuit. Très bien. Voilà. C'est quand déjà? Ce sera le 23 et le 24 novembre au chapiteau du Pullman, au Grand Hôtel. Chapiteau Pullman, Grand Hôtel. L'entrée est gratuite? Gratuite. Payante? Gratuite. Elle est totalement Il gratuite. n'y a pas de frais exigés? Non. Il n'y a pas de badge à donner après? Non. C'est un événement qui est totalement gratuit parce que justement, le but du fait... Je vais d'ailleurs préciser qu'on est à la 3e édition de ce salon. Il y a eu 2 précédentes éditions. La première ici, la deuxième a été à Brazzaville et on refait la 3e édition ici à Kinshasa. Comme je disais, le but justement est d'informer la population parce que c'est pas tout le monde qui sait ce que c'est de sensibiliser, d'être sensibilisé autour de tout ce qui a trait avec la santé mentale. Parce que, comme disait Caroline, d'ailleurs, qui sera aussi que je remercie, qui sera aussi une intervenante dans un des panels qui aura rapport au genre. Donc, elle va parler, donc ce sera son thème. Donc, elle sera dans la thématique genre, si je peux dire ça comme ça. Et c'est pas tout le monde, au fait, qui est informé quand on parle de santé mentale. Tu poses à une personne la question de savoir, vous faites un test micro-trottoir, vous posez la question de savoir ce que c'est la santé mentale, vous verrez qu'il y a peu de gens qui sont informés. Il y a peu de gens qui ne savent pas ce que c'est. Et nous, notre but, notre objectif, justement, c'est de parler autour de ça et de sensibiliser et, pourquoi pas, de guérir. Très bien. On a fini. C'est quoi votre dernier mot au public avant de clore totalement l'émission? En tout cas, moi, tout ce que je dirais, c'est de demander à un grand nombre de personnes de venir au salon Okume, qui sera le 23, je m'excuse, et le 24 novembre, au chapiteau du Pullman. Ce sera à partir de 11h, donc l'ouverture des portes, ce sera déjà à partir de 11h30. Ce sera sur 2 jours, donc le 23 et le 24. Et donc on vous réserve, on réserve au fait au public beaucoup de surprises parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on a un invité spécial, 2 invités spéciaux d'ailleurs. Et vous nous laissez deviner? Je sais pas. Bon, c'est pas grave. Allez-y. Non, je sais rien, j'en sais rien moi. Alors donc voilà. Ça reste un secret quand même. Non, c'est pas vraiment un secret, mais ce serait bien justement que les gens viennent pour découvrir et ce serait bien qu'ils entendent ce que ces 2 personnes auraient à dire en tant qu'invités aussi et en tant que des personnes qui ont quand même vécu des choses fortes, qui peuvent aussi, vous savez, comme quand on va à l'église, quand on donne... comment vous appelez ça? Témoignage. Le témoignage d'une personne... Ça peut édifier, oui. Peut édifier. Ouais. Donc, ce sont des personnes qui ont vécu quand même des choses assez fortes et qui ont beaucoup à donner et peuvent aider justement à ce cadre de pouvoir sensibiliser autour de la santé mentale. Merci beaucoup Neftali Kinsala, Project Manager de la 3e édition du salon Okume. Ça a été un réel plaisir d'échanger aussi avec vous. Le plaisir est partagé, merci. Et voilà, on a fini pour ce numéro de votre magazine Minute Santé. Et prochain rendez-vous dans les tout prochains jours avec le même plaisir. Restez branchés sur la radio-télévision numérique. Merci.